Merci beaucoup. On est pratiquement dans les temps, presque. Voilà. Et c'est pas une raison pour ne pas être là à 17 heures, hein, c'est ça. Ouais. La pause étant sur place, à proximité. Et un petit peu de détente, et puis on reprend 17 heures. Donc nous passons maintenant la parole au professeur Dominique Pringuet, qui est psychiatre au CHU de Nice, et au docteur France Pringuet, qui est médecin généraliste et concepteur de jardin. Ils ont tous les deux, ils vont vous parler du jardin qu'ils ont mis en place dans leur service dans le service de psychiatrie. Donc je vous laisse la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie. Oui, mais si on parle trop dans le micro, ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que voilà. Un peu plus fort, mais pas trop. Je remercie l'association Jardin et Santé, sa présidente, Madame Chahine, les organisateurs et les partenaires, qui, par leur travail et leur soutien, nous donnent une occasion unique en France de nous rencontrer pour échanger et progresser dans ce domaine. Il nous a été confié la tâche de vous parler d'évaluation. Comme chacun sait, l'évaluation est un outil essentiel à la validation des connaissances scientifiques. Elle répond à la double exigence de la rigueur de l'observation et du partage des savoirs. Si chaque jardin et chaque projet est unique, surtout lorsqu'il s'inscrit dans l'architecture, le paysage et l'esprit du lieu, il n'en reste pas moins que pour être qualifié de jardin de soins, il doit répondre à des critères essentiels de base et des critères plus spécifiques liés au projet lui-même qu'il faut s'attacher à respecter. L'intérêt alors de son évaluation est non seulement la vérification standardisée et répétée de l'atteinte de ces objectifs, mais aussi l'apport d'une vision critique du processus lui-même, permettant modification, ajustement et perfectionnement au cours du temps. Pour rester pratique, nous proposons une échelle d'évaluation standardisée, reprenant les critères essentiels fondamentaux des jardins de soins, issus des recommandations internationales. La mesure des scores s'effectue par une échelle visuelle analogique, cotée de 1 à 10, et des observations écrites, points positifs, points négatifs, des propositions de réflexion viennent enrichir le dossier. Cette échelle, représentée ici par les racines de l'arbre, peut être complétée par l'évaluation des critères spécifiques relatifs au public concerné par le jardin de soins auquel se réfère le projet. Jardin pour la psychiatrie, jardin d'EHPAD, jardin d'IME, jardin de réhabilitation sociale, jardin de rééducation, jardin de ressourcement pour le personnel, etc. Par exemple, pour la psychiatrie, on va cibler l'évaluation de la sécurité et la familiarité du jardin. Enfin, on pourra évaluer l'atteinte des objectifs du projet lui-même, souvent multiples et représentés ici par la ramure, en tenant compte des attentes de l'institution, de celles des patients, de celles des familles, de celles des soignants et des thérapeutiques engagés. Au Shepard Center d'Atlanta, on peut observer comment l'accent est mis sur le respect des caractères naturels du jardin, bien qu'il soit fréquenté par un public lourdement handicapé. À la clinique psychiatrique de l'hôpital Östra à Gothenburg, en Suède, le jardin intérieur réservé aux patients les plus sévères et hospitalisés sous contrainte a été aménagé en suivant les recommandations de Roger Ulrich. L'ensemble de l'hôpital, d'ailleurs, respecte ces evidence-based design pour la psychiatrie. Des études viennent confirmer une réduction des comportements agressifs dans ces structures. Ainsi, au jardin de l'Armillière à Nice, nous avons tenté de nous rapprocher de ces sites exemplaires. Les cibles de l'échelle d'évaluation générale reposent sur les bases scientifiques du concept.
c'est-à-dire la corrélation originaire homme-plante, un processus de coopération vitale auquel se réfèrent les théories évolutionnistes de la savane, de la phytorésonance ou de la biophilie. Bien avant les émotions, la réflexion et la culture, notre paysage intérieur structurel prend origine dans la savane. C'est dans ce milieu ouvert, là où l'on retrouve la plus grande biodiversité, que s'est façonné l'être humain. Sa curiosité, son attraction innée, son amour infini pour tout ce qui est vivant, a développé son intelligence. C'est la théorie de la biophilie. De cette relation particulière et essentielle à son environnement, il reste des traces, des processus ancrés, un très haut niveau de compatibilité des systèmes qui s'exprime dans la phytorésonance. On peut dire que quelle que soit la porte d'entrée scientifique de la démonstration, on aboutit à la mise en évidence d'une coopération dans la relation qui se manifeste par une stratégie de restauration vitale à tous les niveaux d'organisation de l'être humain. Et c'est ce mouvement créatif de vitalité que nous cherchons à mobiliser dans cette approche thérapeutique. On en voit aussitôt l'intérêt, puisque de par sa nature originaire et son ancrage biologique, il concerne aussi bien le soigné que le soignant. Le premier critère à évaluer est donc celui de la naturalité du jardin. La végétation doit y être suffisante et sur 3 niveaux, arbres, arbustes, herbacées. Elle doit attirer le regard vers le ciel. La canopée favorise le ressourcement. Présence indispensable de l'eau, de l'air, de la lumière, d'un certain ensoleillement, source de chaleur. Contact avec la terre et la pierre. Floraison variée. Feuillage qui se succèdent au cours des saisons. Ils évoquent l'abri, le couvert et le nid. Les couleurs sont complémentaires et apaisantes, parfois stimulantes. On retrouve des végétaux à image fractale et esthétique, d'autres focalisant l'attention et la méditation. Le jardin de soins est alors source de bien-être au sens le plus essentiel du terme. Biodiversité et maintenance en découlent. Un jardin non entretenu, monotone ou présentant des plantes en difficulté peut être néfaste pour les visiteurs, les patients, les familles comme le personnel. Le choix des plantes, leur adaptation au climat et au lieu est indispensable à leur développement florissant et à l'image de vie qu'elles renvoient. L'aspect du jardin est le reflet de l'accueil et de la prise en charge générale. Ceci est un argument d'ailleurs très fort en faveur de la valorisation des jardins et de l'environnement dans les établissements de santé. Le retour sur investissement doit être étudié et évoqué auprès des directions. La biodiversité au jardin reflète la coopération originaire et la nécessaire attention portée à l'autre. Un environnement qui prend soin des gens doit être traité avec soin et respect. La diversité des plantes favorise l'évasion et la phytorésonance, elle-même source de restauration, créatrice de bien-être et de plaisir. Pas de pesticides pour l'entretien du jardin de soins. Respect et protection du sol. Suppression de l'usage des souffleurs. La limitation des nuisances sonores en milieu de soins signifie un entretien non motorisé du jardin. Taille au sécateur, balayage à la main,
réduction des surfaces de gazon dont la tonte répétée est bruyante. Enfin, la présence d'un jardinier attentif, l'image qu'il renvoie, fait partie des critères essentiels de base du jardin de soins. Le troisième critère à évaluer est la sécurité et la protection. On ne peut imaginer qu'un jardin de soins vienne aggraver la fragilité a priori de ceux qui le fréquentent. Son accessibilité à tous est exigée. On l'a vu, circulation, pente, éclairage, ombrage et bancs, abri, seuil et signalisation claire. Les plantes choisies ne doivent pas être toxiques, elles sont sans risque de blessure ou d'allergie sévère. Et ceci nous ramène à une notion générale de confort, à la fois physique et émotionnel. Rien de provocateur, de triste ou d'agressif, ne pas nuire, et pour cela concevoir le jardin pour ceux qui fréquentent au quotidien la maladie. Apporter protection, apaisement, méditation, évasion et joie. Enfin, s'intéresser aux vues par la fenêtre, de jour comme de nuit, elle renforce l'effet bénéfique de la prise en charge à l'intérieur des locaux. Cette évaluation standardisée et répétée au cours du temps et des saisons permettra de mieux saisir le potentiel thérapeutique du jardin lui-même, d'en améliorer les composants et d'atteindre les objectifs. Elle n'est pas exhaustive, bien sûr, c'est un outil qui doit être complété par l'évaluation des critères spécifiques du projet et par l'évaluation des activités thérapeutiques qui y sont programmées. Voilà mon tour de remercier donc Anne Chahine et puis Madame Lemâtre de leur invitation à évoquer auprès de vous. Alors c'est une commande quand même précise, l'évaluation clinique de l'efficacité des activités au jardin de soins. Donc dans la suite de ce que France vient d'évoquer, je vais essayer moi de plaider pour l'évaluation comme outil absolument indispensable à la validation scientifique de l'action thérapeutique du jardin de soins. Alors, bien sûr, les experts ont depuis longtemps, dans leur observation clinique, précisé au niveau descriptif les comportements, les états psychologiques et les changements à la fois psychologiques, émotionnels et psychiatriques en rapport avec l'expérience vécue lors de l'activité. Et bien entendu, en ont souligné l'intérêt. Mais pour obtenir une confirmation scientifique de cette observation, il nous faut envisager une appréciation standardisée de ces observations. Et pour cela, envisager l'utilisation d'outils spécifiques pour l'enquête qui sont essentiellement des échelles d'évaluation, mais qui sont pratiquées dans le cadre formel d'un plan expérimental. Alors, ce plan répond à un protocole d'études contrôlées que dorénavant l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur des preuves, suggère et précise d'ailleurs, avec cet intérêt que c'est une médecine qui veut relier l'expérience du praticien, les meilleures données cliniques du moment et les préférences du patient. Donc c'est très ambitieux et ça voudrait aboutir à grader le niveau de preuve de l'efficacité et de l'innocuité, bien sûr, d'un traitement en médecine et en général. On passe par la pratique d'essais comparatifs randomisés, ce qui est un élément technique très précis. On parle d'essais contrôlés, d'essais en double aveugle. Ça se résume à comparer entre des groupes de patients étudiés pour dégager une loi générale, mais une loi qui a une valeur scientifique. Pour cela, il faut prévoir de distribuer au hasard traitements contre comparateurs, voire contre contre prise en charge habituelle. Alors cette distribution au hasard est très importante parce qu'elle entre dans les règles du hasard, dans les lignes du hasard et du calcul mathématique qui amènera à la validation de l'essai en question. On appelle ça une randomisation. Alors quand on regarde la littérature sur le sujet, eh bien, il y a assez peu d'études standardisées
notamment en RCT, c'est-à-dire en essais contrôlés, qui obtiennent une validation assez intéressante. En 2004, on a une étude dans la schizophrénie, plus récemment des études dans la dépression notamment, puis ça a été fait dans des diagnostics variés. Mais vous voyez, à chaque fois, ce sont des travaux essentiellement anglo-saxons ou scandinaves ou asiatiques, plus récemment. Et puis, ce sont des petits groupes de patients. On est entre 5 et 50. Alors, ceci dit, à Warburg, en Suède, Warburg a publié sur 118, mais en calculant le taux de consommation de soins et la durée des séjours à l'hôpital, et en vérifiant que 118 sujets contre 678 de la population générale, eh bien, permettaient de vérifier que les pratiques de jardin de soins permettaient de réduire les consommations de soins et de réduire les durées d'hospitalisation. Ce qui importe pour le décideur, bien entendu, aussi. Alors, la plupart du temps, sont les items de dépression, d'anxiété, qui ont été réduits. On augmente l'estime de soi, on reprend les problématiques d'inclusion sociale et de partage, et les sujets sont plus concentrés, on a une capacité attentionnelle accrue et une ouverture sociale à la clé. Nous avons débuté un programme pilote ouvert à Nice, au Jardin de l'Armillière, qui est en préparation, et nous avons testé la faisabilité en vue de l'établissement de ce qu'on appelle un PHRC, c'est-à-dire un protocole de recherche officiel aux hôpitaux, financé d'ailleurs par les fonds hospitaliers, et en prévoyant dans un premier temps donc de définir les objectifs stratégiques de l'essai, de préciser des indications et des attendus thérapeutiques, et en procédant à des évaluations, donc avec une étape descriptive, un ensemble de questionnaires et des évaluations standardisées au moyen d'échelle. Nous avons préparé un plan de randomisation, c'est-à-dire d'allocation au hasard. Alors certains patients seront distribués au jardin, d'autres seront en ergothérapie classique et d'autres seront en thérapie psychologique standard ordinaire. Nous ferons une comparaison entre les différents groupes et puis surtout nous ferons une comparaison avant et après les séances du jardin. Ensuite, on a un plan de calcul d'effets. Ce sont des domaines très compliqués pour lesquels c'est un mathématicien, statisticien là qui nous prépare des analyses multiparamétriques et qui seraient différentes selon les effectifs que nous allons pouvoir réunir. L'évaluation donc prévoit la pratique d'échelle standardisée. Une des plus fréquentes d'évaluation de la séméologie psychiatrique est assez simple, c'est la BPRS. Donc une échelle brève d'évaluation. Nous évaluons le fonctionnement global du sujet au plan psychologique, social et professionnel. Nos équipes soignantes appliquent une NOSI 30. Il y a 30 items qui mesurent les comportements quotidiens de nos patients. Nous passons une Squala, c'est une échelle de qualité de vie que nous avons mis au point à Nice pour tester la qualité de vie des patients schizophrènes et psychotiques. Et puis nous avons un questionnaire subjectif qui est assez bref, de 11 items, dont on va reparler. En fait, on évalue l'appréciation que le patient fait du déroulement de la séance et le niveau de satisfaction vécu de cette activité. Alors, le volet descriptif comporte le relevé des thématiques verbalisées par les patients. C'est un moment très important au plan qualitatif parce que ce sont des thèmes qui vont être susceptibles d'enrichir le fond psychothérapique et donc d'enrichir l'accompagnement thérapeutique clinique. L'avis de l'encadrement de l'activité est très important et pour ce faire, l'encadrement doit être formé, je pense, à la pratique du jardin de soins. On relève le compte-rendu d'observation décrivant le déroulement de l'activité, l'ajustement du comportement du sujet à l'activité proposée, les modalités relationnelles engagées pendant l'activité, ainsi que le contenu des échanges, et en reprenant, bien entendu, au plan de l'accompagnement de la psychothérapie individuelle et institutionnelle, ces données. Nous avons prévu de définir l'indication thérapeutique de l'activité sur un certain nombre de cibles, donc, les difficultés d'adaptation à la vie sociale et notamment à l'unité de soins dans laquelle les patients séjournent, le retrait, l'appauvrissement des échanges, le désintérêt, la perte de plaisir, l'isolement et le repli sur soi, les difficultés de communication de certains patients parmi les plus graves notamment, l'anxiété, la crainte des autres, la perte de confiance en soi, le pessimisme, donc des dimensions
de la dépression ou des affects dépressifs, la diminution de l'activité motrice, qui participe également de la note dépressive, donc la pragmatisme, c'est la réduction des activités spontanées, le ralentissement, c'est leur accomplissement, mais difficultueux, et puis l'inhibition psychomotrice, la dépendance, la perte d'autonomie. Nous avons essayé de réduire un petit peu les cibles possibles d'impact. Alors, par exemple, pour l'évaluation subjective de l'activité, sur une échelle visuelle analogique, de 0 à 10, on demande au patient s'il a aimé cette activité ce jour, s'il l'a compris, s'il s'est intégré au groupe, s'il s'est senti plus détendu, mieux, s'il a appris des choses intéressantes, s'il pense que cela peut soigner et il serait intéressé pour revenir à la prochaine séance, et puis éventuellement quelques mots des éléments qui lui auraient plu ou déplu. Nous avons augmenté également notre observation d'une échelle, alors je sais pas, ça résonne avec les débuts de l'ouverture de notre symposium cet après-midi, avec une échelle d'évaluation des émotions. C'est une échelle d'évaluation des émotions positives, négatives, qui est due à une équipe canadienne francophone et qui propose une auto-évaluation brève en 5 points sur une échelle de Likert, donc, de 20 adjectifs émotions, donc intéressé, angoissé, excité, fâché, fort, coupable, effrayé. Ce sont des adjectifs qui ont été sélectionnés parmi une centaine de possibilités, et ceci fonctionne suffisamment dans notre culture, en tout cas dans la culture canadienne francophone. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va demander au sujet avant et après sa session de nous donner donc son sentiment par rapport à chacune de ces dimensions émotionnelles, et nous allons repérer des dimensions positives, négatives, en associant donc les scores des différents items, donc les différents termes, et nous aboutissons ainsi aussi à des scores d'anxiété et des scores d'hostilité, de malaise, de dysphorie, de difficulté. Ce qui est intéressant également pour évaluer les différents profils et leurs modifications au cours de l'activité, et cumuler ensuite au niveau des séries de patients les résultats obtenus. Première phase, donc je le disais, c'est la phase de faisabilité. Donc dans les 6 premiers mois de 2014, nous avons proposé une séance hebdomadaire de 2 heures à 87 patients, un tiers de schizophrènes, un tiers de malades bipolaires et un tiers de psychoses chroniques et divers, pour un tiers hospitalisé sous contrainte dans le service. Au moins 5 fois pour 16 d'entre eux, plus de 7 fois pour 9 d'entre eux. Donc il est possible et il est intéressant dans certains cas de répéter, de proposer la répétition des séances, et 11 et 13 fois dans 2 cas. L'échelle des émotions a été testée 16 fois et nous avons observé globalement des changements d'importance variée, avec des gains nets, mais souvent associés également avec des points négatifs qui sont peut-être aussi importants que les points positifs à prendre en considération pour le soin et pour la suite du soin. Dans nos premiers résultats, globalement, l'évaluation est très positive. On a eu une acceptation très favorable de l'activité et même, je dois dire, un engouement assez inattendu de plusieurs patients. Vous pouvez voir ça d'ailleurs sur Internet, sur le site web Unique TV, c'est UNIK TV, qui est une des filiales d'Arte, à Un Jardin Extraordinaire. Vous verrez les patients témoigner de cet intérêt à leur façon, mais d'une manière qui nous a presque un peu étonnés, nous, et bien entendu qui nous a satisfaits. On a pu également ajuster selon les diverses activités. Vous voyez, je ne parle pas d'orthithérapie en tant que telle, je parle d'activités au jardin en tant que telle, avec l'arrosage, le désherbage, les plantations, les rempotages, l'entretien, l'ikebana, l'étiquetage, etc. Tout ceci accompagné, bien entendu, par une orthithérapeute diplômée. Les principales données symptomatiques aboutissent et vérifient et confortent les données de la littérature. Réduction de l'anxiété, c'est très net. Réduction de la tension, réduction du retrait social et relationnel, donc des dimensions d'ouverture du patient et qui continuent dans la journée et dans les jours qui suivent. Manifestation d'intérêt, prise d'initiative, manifestation d'envie d'organisation, et ouverture relationnelle, échange et partage avec les autres, et dans des dynamiques qui potentialisent d'ailleurs l'intérêt pour le jardin. Alors pour exemple, l'échelle des émotions pour ce malade de dépression unipolaire particulièrement grave, résistant au traitement, au sortir de la 4e ou 5e sismothérapie avec un traitement pharmacologique important, on le voit s'éveiller finalement à une séance de rempotage. Il est plus intéressé, il est moins angoissé. Alors ce sont des gradients faibles, mais c'était très net.
et c'était cliniquement évident. Il se sent moins coupable d'ailleurs. De même, la crainte qu'il pouvait éprouver, vous voyez tout en bas, là, l'item 20 se réduit complètement à 0. Par contre, il y a des éléments particuliers. Il est moins attentif. En fait, il était assez fatigué après la séance. Et de même, il est beaucoup moins enthousiaste. C'est l'item 9. Et là, c'est très intéressant parce qu'il est en bon dépressif grave. Il est déçu par ce qu'il a fait. Il aurait voulu faire bien mieux. Ce qui est un assez bon signe de dépression, malheureusement. Les déprimés, c'est des gens qui veulent tout faire et faire parfaitement. Donc, ça colle pas et à un moment donné, ça craque. Autre exemple, alors je l'emprunte à un schizophrène dual, c'est-à-dire qui était passé par une grosse toxicomanie, et qui là alors arrive le matin à la fois tendu, anxieux, un peu fébrile, et là alors s'intéresse, réduit son anxiété, réduit son excitation, se sent un petit peu plus fort, est beaucoup moins effrayé, et là donc tous les items positifs vont dans le même sens, et il y a eu un accrochage, c'est un des patients d'ailleurs qui a pu faire plus d'une dizaine de séances dans le protocole. Pour conclure, je dirais que ce sont des premiers éléments que je vous apporte. Pour conclure, je dirais que la valorisation scientifique du jardin de soins passe par la quantification des effets cliniques. On y est contraint. Il nous faut faire des études systématiques, il nous faut standardiser nos observations et il faut passer par des essais randomisés contrôlés. C'est la condition pour être crédible au plan scientifique, pour que nos publications soient acceptées par les plus hautes revues. Bien entendu, ce que nous voulons absolument attester de l'efficacité de ces procédures, mais aussi en vue d'optimiser ces activités au jardin, c'est-à-dire mieux préciser les indications pour tel patient à telle époque et dans telles conditions. De même, la validité thérapeutique du jardin doit maintenir comme objectif général d'obtenir une reconnaissance institutionnelle. Ça passe encore trop pour quelque chose de très secondaire et il nous faut absolument obtenir l'intégration officielle au programme des soins. Et pour l'obtenir, je le répète, il va falloir faire des travaux de nature scientifique. Et je crois que nous ne pouvons pas passer en dehors d'études multicentriques, c'est-à-dire qu'il faudra le faire à plusieurs centres. Il nous faudra afficher nos résultats dans les congrès courants et accéder aux publications, je le redis, aux publications valides. Merci de votre attention. Oui, je trouve votre exposé à deux tout à fait passionnant. J'ai juste quelques petites questions à poser. D'abord, vous avez parlé d'orthithérapeute diplômé. En France, il n'y a pas de diplôme d'orthithérapie. Alors, c'est quelqu'un qui vient du Canada ou... Bon, première question. Deuxième question, vous avez parlé d'optimisation des activités au jardin. Encore faudrait-il pour cela définir ces activités au jardin pour voir dans quel état elles sont et quels résultats elles donnent dans votre étude randomisée. Ensuite, comment on pourrait les modifier dans le sens d'une optimisation. Et troisième question, vous avez fort justement dit qu'il fallait partager cette étude, que cette étude, elle ne devait pas être faite seulement à un endroit, mais dans 2, 3, 4, 10 endroits. Avez-vous pour le moment un réseau de neuropsychiatres ou de médecins qui sont prêts à partager cette étude, partager le travail de cette étude randomisée, et avez-vous éventuellement des jardins cibles sur lesquels elle peut être faite? Dernière chose, je vous signale qu'il y a eu, je ne sais pas si vous le connaissez, un petit article publié dans JADA qui évalue 17 études sur le jardin et les personnes atteintes de démence. Mais je vous le communiquerai. Voilà. Alors, je réponds à la dernière question. Je me suis ciblé essentiellement sur l'adulte et pas le sujet, la psychiatrie de l'adulte.
Et donc la schizophrénie du sujet qui a 25 ans, le trouble bipolaire du sujet qui a 35 ans. Je crois qu'il nous faut sans doute focaliser le travail. Sinon, voilà. Et donc je suis à l'écoute et à l'écoute de l'expérience du travail qui a été fait chez les sujets âgés, qui est beaucoup plus avancé, ainsi que chez les sujets jeunes, en pédopsychiatrie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si je viens ici aujourd'hui évoquer cette affaire, c'est pour récolter un tout petit peu quelques psychiatres, et je sais que dans la salle, il y en a déjà un ou deux qui seraient partie prenante d'un travail multicentrique. Je pense que ce sont des travaux qui sont très lourds, et qu'en l'attente de support financier suffisant et de formation d'équipes de recherche suffisante, il nous faut pour l'instant réunir un tout petit peu nos talents. Ensuite, je crois que quand on est plusieurs, on est plus fort. On est plus fort, on se stimule. De temps en temps, on a le droit d'être un tout petit peu en méforme. Les autres nous accompagnent. Et donc, il peut y avoir un effet également de stimulation entre nous. Donc, je crois que le travail en commun a une puissance qu'il ne faut pas rater. Voilà. Ensuite, j'évoquais l'optimisation des activités. C'est très précis. Vous avez vu le nombre d'indications que j'évoquais, le nombre d'éléments qui peuvent constituer une indication. Vous avez vu le nombre de possibilités d'activités que j'évoquais. Je crois qu'il ne faut pas se fermer d'entrée l'hypothèse que selon la pathologie, selon le moment de la pathologie, selon les situations, selon les thérapeutiques en cours, selon les relations que les malades peuvent avoir, il nous faut prévoir d'optimiser absolument et de leur permettre d'agir dans la direction qui leur plaît le mieux, de leur faire un bouquet qu'ils vont choisir, mais à partir de quoi on va travailler, c'est-à-dire qu'on va fixer à ce moment-là l'indication de ce bouquet et on va travailler les éléments en rapport avec ce bouquet. Donc il y a toute une partie qualitative que ça on peut continuer à faire, qu'on sait faire, qu'on aime bien faire. Voilà. Ensuite, je suis plus sûr là de retrouver les premières questions que vous m'avez posées. Alors l'orthithérapeute, donc j'ai évoqué une orthithérapeute, je disais diplômée, je pense que c'est entre guillemets, c'est quelqu'un qui est fait de l'orthithérapie depuis longtemps, qui est inscrite donc aux États-Unis, comme membre d'une société savante de l'orthithérapie, qui a un bout de formation, je crois quand même, en rapport, et qui manifestement a déjà sur le site, en tout cas à Nice, fait ses preuves. Quand je dis diplômé, je veux dire que c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on a vu à l'œuvre et qui sait déjà faire, et qui d'ailleurs nous a amené et a démarré la formation de certains de nos soignants chez nous. On verra demain à l'atelier formation, animation, sous quelle forme on peut continuer ces formations et ces animations auprès des équipes soignantes, parce que certains sont très demandeurs. Et puis je crois qu'il faut expliquer aux gens l'intérêt de ce soin, dans la mesure où il y a déjà beaucoup à faire, on est très pressé par le temps, et où il faut valoriser la démarche, même si le jardin que vous avez pu deviner, que vous avez pu voir, est une très très belle réalisation. Je crois qu'on a eu beaucoup de chance en obtenant la possibilité de faire cette réalisation, que c'est une belle réussite. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle tienne. Voilà. Et donc là, on va se trouver confronté avec la pérennisation de l'affaire. Peut-être répondre. Merci. Oui, Didier Mahé, responsable des services socio-éducatifs de l'établissement public de santé mentale agglomération lilloise, ici, monsieur. Ah, vous êtes là, vous. Monsieur Pringuet, oui. Merci, et j'ai envie de dire, ouf, enfin quelqu'un qui se penche sur l'évaluation et la valorisation scientifique de toutes ces activités, jardin, environnement, horticulture, que nous menons, nous, à Lille, déjà depuis quelques années. Mais ce qui fait vraiment défaut, c'est de poser des mots sur mais à quoi ça sert. Tout le monde voit bien à quoi ça sert d'aller faire son jardin. On fait tous peut-être notre jardin ici dans la salle, mais scientifiquement, actuellement dans ce pays, il n'y a absolument rien. Et je crois que ce pourquoi je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour entendre ce que vous venez de me dire, monsieur. Et vraiment, je vous en remercie, parce que j'étais venu il y a 2 ans et je n'avais pas du tout entendu ça. Et je me suis dit, mais punaise, à quoi ça sert? On a des médecins qui nous envoient des patients pour faire des choses. Alors, ils font plein de choses tout au long de la semaine. Nous avons reçu, je pense, aujourd'hui à peu près 2200 patients dans notre jardin thérapeutique sur l'année. Vous imaginez, des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, psychiatrie adulte, infanto-juvénile, addictologie, toutes sortes. Et on n'a pas d'indication, c'est-à-dire qu'on a des patients qui arrivent. Dernièrement, on avait un patient qui était là, un patient qui avait assassiné son père, on l'a découvert par hasard, et puis on lui filait, nous, fourche, bêche, sécateur, et puis finalement, cette personne
très calme. Hein. Du coup, elle a commencé à se livrer à nous. Il a fallu que l'on fasse la démarche vers le service pour dire « Mais attendez, nous, on a des informations concernant ce patient, on veut vous les donner à vous. » Et les soignants se sont dit « Mais il ne nous a jamais dit tout ça à nous, et pourquoi il vous le dit à vous ?» Autre lieu, autre démarche. Pour l'orthithérapeute, monsieur, il n'y a peut-être pas d'orthithérapeute en France. Par contre, il y a un corps professionnel que les hôpitaux psychiatriques n'utilisent pas ou peu. C'est les éducateurs techniques spécialisés qui sont formés à la pédagogie. Alors, avec les soignants, ils deviennent aussi des soignants dans le temps. Ils sont surtout des éducateurs. Ils prennent en charge. Et il y a une formation à l'IRTS. Hein. Je crois que c'est l'IRTS qui chapeaute la journée d'hier et d'aujourd'hui, et de demain et de voilà. En tout cas, les éducateurs techniques font ce travail. Nous, on a un éducateur technique super. Il est devant moi là. Il fait des trucs absolument incroyables. Mais effectivement, nous avons vraiment besoin. Et si vous voulez, nous, on souhaite vraiment participer à cette évaluation du travail réalisé en horticulture, jardin et environnement. Voilà, merci. Donc je ne suis pas psychiatre, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis biologiste. Personne n'est parfait. Mais par contre, c'est aussi pour ça que je suis venu aujourd'hui. C'est pour entendre vos propos. Parce que, effectivement... moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir des critères que je connaissais pas, de par mon métier, de voir qu'il y a une approche scientifique, qu'il y aura aussi donc des publications scientifiques sérieuses sur lesquelles les gens pourront s'appuyer pour aller au-delà. Là, le travail que vous avez fait, il y a une relation très forte, je dirais, entre le jardin, qui est un élément global, on va dire, dans votre approche, et à côté de ça, le patient. Vous avez une description très fine de la pathologie, de l'attente du patient et un suivi en fait des progrès qu'il peut faire dans le cadre de la relation avec le jardin. Donc cette approche scientifique, je trouve que c'est super et donc on peut passer d'une approche, on va dire subjective, à une approche plus objective. Voilà. Alors en tant que biologiste, ce que je voulais dire aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis venu, c'est que en fait au niveau du végétal, nous aujourd'hui on se pose la question par rapport à un végétal. Quelle est la relation entre ce végétal et le ressenti d'émotion par l'individu, qui n'est pas obligatoirement un individu malade, qui peut être un individu lambda. Et la question, c'est de savoir est-ce que ces travaux que l'on fait, d'un niveau scientifique, publiables au niveau international, peuvent être juxtaposés ou couplés avec ce que vous faites pour pouvoir coupler les aspects végétaux à l'aspect humain. Alors aujourd'hui, juste pour dire en quelques mots, sur un végétal, on va caractériser ce végétal. Aujourd'hui, sur un végétal en 3D, puisque une plante et un jardin, on le visite en 3 dimensions. Donc sur un végétal, aujourd'hui, on est capable d'avoir 700 descripteurs pour vous donner une idée, puisque c'est peut-être un secteur qui est un petit peu différent du secteur du secteur de santé. Donc on est capable de caractériser le végétal avec 700 descripteurs et de savoir par rapport à l'émotion que va recevoir la personne qui va voir ce végétal, quel est l'élément du végétal qui va générer quel type d'émotion, positive, négative. Et en vous entendant, par rapport à ce que nous on fait en termes de biologie, je me disais qu'il serait peut-être vraiment intéressant de coupler nos approches scientifiques et d'aller au-delà et de savoir vraiment dans le choix du végétal, dans la composition du végétal, quelles sont les corrélations qui peuvent être mises en place par rapport à l'attente thérapeutique et au type de patient, au type de pathologie que vous voulez soigner. Il ne faut pas prendre trop de temps, mais on peut vous répondre tout simplement. Premièrement, il y a des bases scientifiques sur les questions que vous évoquez. C'est très précis. Et c'est la phytorésonance, le cadre de phytorésonance que France évoquait, est un cadre qui intègre les dimensions dont vous parlez.